Votre Altesse, Monsieur le conseiller fédéral, Madame la directrice générale, Monsieur le directeur général, Excellences, Mesdames et Messieurs, c'est un grand plaisir pour moi que de vous accueillir ce soir à l'Institut. D'abord parce que c'est l'occasion de participer à la célébration des 70 ans de l'Union internationale pour la conservation de la nature. C'est un bel âge pour commencer une grande jeunesse dont le monde a besoin. Et aussi parce que c'est une belle occasion d'accueillir des personnalités importantes dans le domaine qui va retenir notre attention ce soir, la conservation de la nature et ses rapports avec l'agenda 2030. La table ronde qui va suivre sera animée par le professeur Liliana Andonova, professeure de sciences politiques et de relations internationales à l'Institut, qui est la co-directrice de notre centre sur les études internationales de l'environnement et que je remercie d'avoir accepté de tenir ce rôle. Et sans plus tarder, j'aimerais passer la parole à Monsieur le conseiller fédéral Ignacio Cassis, que je remercie de nous avoir rejoints pour cette occasion. Merci. Sua Altezza, Principe di Monaco, gentili signore direttrici generali del UICN, dell'UNESCO, signor direttore generale dell'ONU, Monsieur le directeur Burin, plaisir de nous mettre à disposition votre salle, signora deputata del Gran Consiglio Vodese, Catherine Labouchere, Eccellenze, signore, signori, benvenuti, willkommen, welcome, bienvenue. Tous mes voeux à l'Union internationale pour la conservation de la nature pour ses 70 ans. Auguri di tutto cuore. Ce n'est pas rien, la plupart d'entre nous, à 70 ans, sont à la retraite. Mais l'UICN n'a pas de signe de fatigue et devant elle, de nombreux défis. Depuis la création de la Société des Nations en 1919, la Genève internationale est la mère du multilatéralisme, ou bien la grande mère, puisqu'elle fêtera l'année prochaine ses 100 ans. Même si centenaire, la Genève internationale est axée sur le futur. Elle relève les défis du XXIe siècle, tels que la gouvernance de l'Internet, la cybersécurité, la science, la diplomatie. La Maison de la Paix, où nous nous trouvons aujourd'hui, est aussi un exemple, un bel exemple de cette évolution. Le multilatéralisme fait face aujourd'hui à un monde évolutif, multipolaire, bien différent de celui des années 50 du siècle dernier. Des projets novateurs sont en train de le préparer pour le futur. Un de ces projets, le plus important en ampleur, est la réforme lancée par le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Elle veut plus d'efficience dans le monde onusien. Le système multilatéral doit aussi se réinventer pour garder sa crédibilité. D'autres projets, comme celui de recherche lancé en automne 2017 par l'HEID et co-dirigé par la professeure Andonova, présidente aujourd'hui, visent à exploiter la montée des partenaires publics-privés, à expliquer cette montée de partenariats publics-privés dans le système multilatéral et mesurer leur impact sur les objectifs de gouvernance mondiale, y compris la durabilité. L'Union internationale pour la conservation de la nature fait partie de cette planète du multilatéralisme. Elle encourage et assiste les sociétés
dans la conservation de l'intégrité et de la diversité de la nature. L'utilisation parcimonieuse et durable des ressources naturelles est l'un des grands défis de nos temps. L'organisation est également une excellente représentante de l'esprit de Genève. Elle encourage la collaboration entre une grande diversité d'acteurs, des scientifiques aux gouvernementaux, des entreprises privées aux ONG. En intégrant dans ces projets-là les connaissances des populations locales, elle obtient des résultats équilibrés pour répondre aux besoins des générations présentes et futures. Et, facteur intéressant, l'UICN place l'individu au centre du développement durable et vise le bien-être humain. L'équilibre entre individu et société est une des grandes questions philosophiques de toute démocratie. Quelques exemples pour cette place de l'individu. Au Ghana, l'UICN collabore avec les entreprises agricoles pour faire en sorte que la récolte et la transformation d'une huile commerciale d'un arbre autochtone, l'arbre Allanblackia, contribuent à restaurer l'habitat naturel et profitent à chaque individu. En Jordanie, l'UICN s'emploie à revitaliser la fleuve Dzarka, le plus pollué et surexploité du pays. Ce fleuve alimente en eau 65% de la population totale et plus de 90% des petites et moyennes industries du pays. Vous le savez bien, la conservation de la nature, qui fait partie du développement durable, et la croissance économique ne sont pas incompatibles. Les nouveaux modèles économiques prennent soin de l'environnement et permettent de répondre aux besoins individuels en même temps. Les compagnies d'électricité prenant des mesures de protection des oiseaux et les opérateurs touristiques qui s'engagent en faveur de l'écotourisme en sont de bons exemples. Ainsi, les cimenteries, qui produisent près de 5% des émissions mondiales de CO2, qui s'engagent dans des projets ambitieux de reforestation. Par exemple, chez nous, dans les Grisons, la matière première de la cimenterie d'Unterwatz provient des carrières Fenza et Halsenboden gérées par Holcim. Comme mesure de compensation, une végétation sèche a été plantée sur 3 hectares, créant un habitat précieux pour des insectes et des plantes rares. Mesdames et messieurs, l'écologie est l'affaire de tous. Les philosophes Thomas Hobbes et John Locke estiment qu'un bon gouvernement est celui qui protège les droits dont les êtres humains sont naturellement dotés. Il ne s'agit pas uniquement des propriétés matérielles. L'homme a aussi en propriété sa liberté, sa santé, sa sécurité, tout ce qui lui permet de vivre et constitue son domaine vital. La crise de l'eau est l'un des défis les plus importants de notre siècle. La pression démographique, le changement climatique et l'urbanisation ont un impact très important sur les ressources en eau et les écosystèmes qui y sont liés. La Suisse gère depuis la nuit des temps son capital hydraulique. Par des partenariats avec le secteur privé, nous assurons la sécurité en eau de tout un chacun. Nous travaillons aussi à l'étranger. Par exemple au Vietnam, le 2e plus grand pays producteur de café au monde, pour réduire l'eau consommée par l'irrigation de 500 000 petites exploitations agricoles. Cela conduira à une économie en eau usée et coût de production à hauteur d'environ 240 francs par agriculteur et année. La Suisse est de plus convaincue du potentiel de l'eau en tant que source de coopération et de paix. Nous appelons cette approche Blue Peace. Le lien entre l'eau, l'alimentation et l'énergie sont un bon exemple de la façon dont le milieu naturel est intimement connecté au bien-être humain, au développement,
à la sécurité et à une coexistence pacifique. L'UICN a un rôle important à jouer dans tout cela. Je souhaite également relever le rôle de l'UICN dans le cadre de la Convention du patrimoine mondial de 1972. Cette convention est devenue la plus importante référence de l'UNESCO auprès du grand public. L'UICN y tient le rôle d'organisation consultive pour les biens naturels, un rôle essentiel pour appuyer les États dans leur volonté de protéger la diversité biologique, les paysages exceptionnels et les formations naturelles. La Suisse en a fait l'expérience avec la nomination du site Haut lieu technologique suisse Sardona, un bien où l'on peut littéralement lire géologiquement la formation des Alpes qui se trouve à la croisée des cantons de Glaris, Saint-Gall et d'Égrisant en Suisse orientale. Il y a 3 sites naturels inscrits au patrimoine mondial en Suisse ou de Sardona. Il s'agit du site Alpes suisse Jungfrau-Aletsch, qui comprend l'impressionnant glacier, et le site Monte San Giorgio dans mon canton, le Tessin, qui renferme les fossiles marins inestimables. Mon pays compte sur l'UICN pour l'aider à répondre sans dogmatisme aux défis du changement climatique ou de l'installation d'infrastructures. Nous collaborons d'ailleurs de manière proactive avec l'UICN pour former nos acteurs suisses sur l'efficacité de la gestion des biens du patrimoine mondial. Par exemple, les réserves forestières fédérales de la vallée de l'Aude en Haut-Tessin et la forêt du Betsch-Langstock dans le canton de Soleure, qui ont un statut de protection très élevé selon les critères établis par l'UICN. Mesdames et messieurs, nous vous souhaitons à tous et à toutes au sein de l'UICN plein succès pour vos activités dans le monde, ainsi qu'une grande réussite dans vos efforts de conservation de la nature. Soyez assurés du plein soutien et de la coopération étroite de mon pays, qui est l'un des États fondateurs de l'UICN en 1948. Nous poursuivons tous les mêmes objectifs. Albert Einstein disait « Ce qui reste éternellement incompréhensible dans la nature, c'est qu'on puisse la comprendre. » Probablement il avait raison, mais nous pensons continuer à la protéger tout en la comprenant seulement partiellement. Grazie per l'attenzione e ancora tanti auguri di buon compleanno. Thank you, Councillor Cassis, for the warm welcome. Thank you for the honor to open this celebration here at the Graduate Institute, and thank you very much, Philippe, for the introduction. Welcome, everybody. This is a very special evening. It is about IUCN. We are celebrating 70 years of work of one of the biggest, in fact, perhaps the biggest, network of environmental organizations at multiple levels, advocacy, scientific, government, working towards a sustainable future. So this is the theme of our celebration today, moving towards a sustainable path, equitable, sustainable in terms of resources, sustainable in terms of health, sustainable in terms of rights. And certainly the SDG agenda has outlined this path. But how do we get there? How do we reach, how do we fulfill the promise of the SDGs? Fortunately, today with us, we have some of the most prominent leaders of sustainability in terms of culture, in terms of private sector, in terms of environmental sustainability. So it is my pleasure to welcome our panelists, His Serene Highness Prince Albert II of Monaco, Prince Albert and his foundation have really led the way in terms of nature conservation and sustainability. Thank you for joining us. Importantly for tonight, he is one of the
patron saints of IUCN and has collaborated with IUCN for many years. So thank you very much. We also would like to welcome Ms. Audrey Azoulay, who is the Director General of UNESCO. Ms. Azoulay has a very distinguished career prior to this as a Minister of Culture of France and many other positions, and now he's working closely with the World Heritage Convention and many other issues that relate to the SDGs and sustainability. We, of course, also have Ms. Scarpaleggia from IKEA, an industry leader in sustainability. Ms. Scarpaleggia has worked hard to make IKEA as one of the leaders in sustainability and one of the leaders of equity. She's on the Secretary General panels on women and gender rights. And on that note, it is also my pleasure to welcome Ms. Inger Andersen, who is very well known. He's one of the co-hosts. He's the Director General, the 15th Director General of IUCN. And prior to IUCN, Ms. Andersen came with a very long experience in development, environmental conservation, and public policy. Welcome, Inger. Without further ado, I would ask our very distinguished panelists a simple question to comment on the theme of this celebration. What is exactly nature's contribution, in your view, to the 2030 Agenda, and what is the role of your organization and your partnership with IUCN in pushing forward that agenda, in opening new avenues for that agenda? So, Ms. Azoulay, I would invite you to speak first. And in good Swiss fashion, we ask our keynote speakers to keep their comments to 5 minutes. Merci beaucoup. Son Altesse le Prince Albert de Monaco, Monsieur le Conseiller fédéral, Monsieur le Directeur de l'Institut, Excellences, Mesdames et Messieurs, chers amis, Madame la Directrice, je voudrais d'abord vous dire à quel point je suis heureuse d'être ici, parce qu'entre cette institution qui fête ses 70 ans et l'UNESCO, c'est une histoire de famille. On ne sait pas si les institutions sont sœurs, mères, filles, en tout cas elles sont très liées. Et je voudrais citer ce matin la mémoire d'un homme qui peut-être représente ce lien. Cet homme, c'est Julian Huxley, qui était le premier directeur général de l'UNESCO, qui était un homme de science, qui aimait les sciences du vivant, les sciences de la nature, qui était biologiste, et qui a milité pour que les sciences soient un des piliers de l'UNESCO, cette organisation née de l'après-guerre pour que la tragédie de la Seconde Guerre mondiale ne se répète pas. Il avait compris en avance, par sa formation, par ses convictions, peut-être par son frère qui, en 1932, Aldous Huxley, nous alertait sur le meilleur des mondes. Il avait compris qu'il fallait mettre l'écologie, les sciences du vivant, au cœur du multilatéral en réalité, et au cœur de cette coopération internationale qu'il appelait de ses voeux. Je veux citer sa phrase. « L'homme est le produit de près de 3 millions d'années d'évolution, et dans cet homme, le processus de l'évolution a fini par prendre conscience de lui-même et de ses possibilités. Que cela lui plaise ou non, l'homme est responsable de l'ensemble de la suite de l'évolution de notre planète. » Donc c'est sa réponse à la question que vous avez posée sur la responsabilité de l'homme et la responsabilité de nos organisations pour cet agenda non seulement de 2030, mais après. Et donc sa vision a marqué les débuts de l'UNESCO, et c'est en 1948 que l'UNESCO a organisé une conférence internationale à Fontainebleau, et c'est là qu'a été créée, comme vous le savez, l'Union internationale pour la protection de la nature, qui deviendra l'UICN. Donc c'était l'acte fondateur d'une histoire commune qui n'a pas cessé de s'enrichir depuis. Il y a beaucoup de modes de coopération que nous avons ensemble, mais la plus importante a été citée par Monsieur le Conseiller fédéral, c'est la Convention de 1972, alors je devrais dire de 1972, je me corrige tout de suite, sur le patrimoine mondial, qui est très connu dans le monde entier, ce qui est une reconnaissance pour le travail qui est mené.
Et dans cette convention, nous avons 3 organismes qui sont nos experts, qui sont ceux qui portent les recommandations, qui font les évaluations, qui sont ceux qui garantissent la crédibilité aussi de cette convention, dans le jeu subtil avec les États membres qui prennent les décisions. Et c'est un rôle d'expert qui est fondamental pour que cette convention soit crédible, et c'est bien sûr le rôle que joue l'UICN comme partenaire stratégique de premier plan. Depuis 1972, 209 sites naturels ont été inscrits au patrimoine mondial, et ils ont pu être préservés et mis en valeur grâce au soutien technique et financier de l'UICN. Je voudrais vous citer un exemple qui me semble très parlant. À la dernière réunion du comité du patrimoine mondial, il y avait un site qui était sur la liste du patrimoine en danger, un site naturel, à Belize. À Belize, où il y a le deuxième plus grand réseau de récifs coralliens au monde, et donc qui était, pour tout un tas de facteurs, qui étaient en danger. Et grâce aux mesures, à l'expertise, à la collaboration entre experts, gouvernements, communautés internationales, financeurs, eh bien, le site a été retiré de la liste du patrimoine en danger, ce qui montre que l'action est possible, qu'il n'y a pas de fatalité, et qui montre aussi le rôle de premier plan qui a été joué dans cette affaire par l'UICN. Alors aujourd'hui, les défis du patrimoine naturel, c'est bien sûr le changement climatique qui, entre autres choses, menace ce patrimoine. Je ne citerai pas tous les exemples qui sont très nombreux que vous connaissez, peut-être juste attirer votre attention pour tout le patrimoine naturel des petits États insulaires qui sont les plus vulnérables. Et donc nous essayons par ces mécanismes de protection d'attirer l'attention, de susciter des plans de gestion, de conservation, des mécanismes d'évaluation et de soutien. Et toutes ces zones qui sont aujourd'hui classées sur la liste du patrimoine mondial naturel, ce sont aussi des sites où l'on peut observer les effets du dérèglement climatique, où on peut comprendre ce qui s'y passe, on peut comprendre les implications humaines, écologiques et patrimoniales. Alors nous avons aussi d'autres mécanismes de protection de la nature auxquels participe l'UICN. Je pense notamment au réseau des biosphères ou au réseau des géoparcs qui fonctionnent de façon différente mais aussi très puissante. Et je voudrais remercier encore une fois l'UICN de son apport inestimable à l'ensemble de ces mécanismes dont on voit qu'ils peuvent produire des résultats, dont on voit qu'ils ne sont peut-être pas encore suffisants par rapport à l'ampleur des dégâts que nous constatons sur le patrimoine naturel dans la planète, mais qui sont le mécanisme, pour moi, le plus efficace parce qu'il associe les experts, la société civile et aussi les gouvernements. Et c'est peut-être ça sur lequel je voudrais insister. Il y a des progrès de la science, il y a de la recherche, mais ce qui nous manque souvent, c'est l'interface entre l'expertise et les gouvernements dans la prise de décision politique. Et c'est justement le type de collaboration avec les institutions du multilatéral, avec les réseaux comme celui de l'UICN, qu'on arrive à construire cette interface entre science, expertise et décision politique. Et je crois que c'est ça dont nous avons besoin. Heureusement, le constat est aujourd'hui mieux connu, mais ce qu'il nous faut, c'est de l'action et de la décision politique. Enfin, conclure peut-être en vous disant qu'à l'UNESCO, nous essayons d'agir avec l'ensemble de notre mandat dans cet objectif, parce que nous avons aussi donc, les sciences, notamment les sciences de l'eau qui a été citée à juste titre comme un facteur majeur pour l'avenir de notre planète. Et nous avons un programme intergouvernemental qui est justement sur la gestion de ces ressources en eau, sur la diplomatie scientifique autour de l'eau. Et puis facteur aussi, je crois, très important, l'éducation. L'éducation au développement durable, l'éducation qui est au cœur de la mission de l'UNESCO et qui peut aussi contribuer à former les esprits, à former les pratiques. Alors voilà, un message de remerciement, de gratitude pour l'UICN, un message aussi d'espoir pour que nous continuions ensemble, notamment dans les moments qui sont difficiles pour le multilatéralisme. Il est important de voir ce que nous avons réussi déjà à faire ensemble et ce que nous pouvons encore continuer à faire ensemble. Je vous remercie. We'll see if this works. Yes, it works. Thank you very much for this wonderful message and for highlighting the importance of collaboration. On this note, I would like to invite Ms. Carpaleggio to bring to us the point of view of the private sector
and the role of the private sector in this quest for sustainability and implementing the 2030 Agenda. Thank you. Thank you very much. His Highness, General Councillor, Excellencies, ladies and gentlemen, I'm very honored to be here and immensely happy to share also some perspectives from the private sector because I truly believe that partnership is very important in safeguarding our resources and nature at large. One touch of nature makes the whole world kin. This is a beautiful sentence that has been written by William Shakespeare, and maybe he meant something specific in his work. But the words are so beautifully put, and they resonate in terms of what we have in common as human beings. And it is being part of the nature. We are not nature's masters, we are not nature's owners, we are part of the nature. And a balanced relationship between the human beings, animals, plants, and the fantastic resources that make our life possible has to be one of our priorities. So I would like to raise your attention, and maybe you make it more memorable, on three figures. Very easy to remember, 3, 4, and 500. And what is it? 3 is the number of billion of people that will get out of poverty in the next 15 years, until 2030. And they will sum up with the 2 that we have together. It makes 5 billion people getting out of poverty and being part of the middle class, which is good news for society, for humanity. But you also have very clear in mind that these people will have access, rightly so, to resources, will have the right to consume and to access more resources. And in times of resource scarcity, of course, this has to become one of our concerns on how to make it possible and sustainable. Number 4 is the pace of global warming that one of the latest reports of the World Bank said the world is heading to. And you know very well that this is not what was agreed in the COP21. This is not, is even more than the double than the pace that is required to grow the temperature. And it is very dangerous, extremely dangerous, I would say. And this tells us that we need to act, and act now, and act decisively. We cannot be half and half. Let's be sustainable half and half. Either you're sustainable or you're not. And we need to do really fast. And the last number is 500. 500 is the number of cities in the world that today have more than 1 million inhabitants. 1 century ago, it was only 12. And now we have 500. You can easily see where I'm heading to. It means that us, human beings, have been contributing heavily to this concentration of people that in a small, relatively small area need to live, need to drink, need to eat, and have an economy and a social peace. So sustainability is not anymore something interesting or something nice to have. Sustainability is a must. Sustainability is a matter of survival. If I need to take our perspective from the private sector, I definitely can say that companies do have a role in this. At IKEA, we are aware that we are part of the problem, and we want to be part of the solution.
That's why we launched in 2013 our new strategy that we call People and Planet Positive, that is based on 3 pillars. First of all, we took the perspective of our customers, and you know, we operate in many countries, and we have the mission of creating a better everyday life for the many people through a beautiful home and a functional home where to live. So our customers, they do care about the environment, but of course they need to be able to afford sustainable products, and they also need to have sustainable solutions. So in our first pillar of our strategy, we want to provide our customers with solutions, with sustainable, recycled or recyclable products and at affordable prices, so that anyone can benefit, because sustainability is not a luxury, but it is, of course, for the many, and it's, I would say, also a human right at this point in time. So we launched LED, just to give you some examples, LED products. We only sell LED products in our stores. In Switzerland, we were the first country to implement total LED in 2015, 1 year before the deadline that we had. We sell only 100% Better Cotton Initiative certified cotton products. We are going more and more circular with the production, the design and the production of our products, and the possibility to recycle them. So there's a lot of initiative on the consumer's perspective. Then we took care also of our operations. And in that case, we decided to become completely energetically independent by 2020, and we have, we are in a good place there. For instance, in Switzerland, all our stores have solar panel. We produce nearly 80% of the energy that we use, and we are heading to 100%. And this is good not only for the environment, of course, it's also good for the business, because we save money by producing our own energy. Thirdly, we take care of the impact of our business on the communities, starting with our supply chain. We have introduced a code of conduct that we called I-Way. And in this code of conduct, we state very clear rules on how to be able to become an IKEA supplier and how to stay an IKEA supplier. And these rules take into consideration basic human rights, labor rights, we ban child labor, and we have random external checks in order to have this code of conduct safely implemented. There's a lot of things to do, of course, but allow me to close with the last remark that is very close to my heart, since social sustainability is as important as the environmental sustainability. Actually, both are clearly intertwined. And it is related to the fact that this, of course, nature is unequal in itself. Different species and diversity is also important to preserve. The biodiversity that we mentioned is so important. But I want to address an inequality among human beings that we really need to overcome, because it's the biggest, it tops all inequalities, and it is the inequality between men and women. It's huge because it impacts half of the world population, if you think about it. So we all need also to commit to eliminate this inequality and to make, all in all, an harmonious and much more sustainable place this world we live in. Thank you.
Thank you. So sustainability is no longer the cherry on the cake, it's the bread and butter, and it's part of the regular business model. I just wanted to mention for our audience that the word sustainability first appeared in IUCN report in 1986. So now that we are trying to rediscover the wheel and put it in action, we should not forget the contribution of IUCN. With these words, I want to turn to His Serene Highness Prince Albert. Prince Albert, you founded your foundation in 2006, and since then, your foundation, you have been some of the leading actors, leading figures in the world of conservation, water issues, marine issues. So from your point of view, how do you see your collaboration with IUCN leading towards the 2030, the fulfillment of the 2030 agenda? Thank you very much. Monsieur le conseiller fédéral, Madame la directrice générale de l'UNESCO, Madame la directrice générale de l'IUCN, Scheringer, Messieurs les directeurs, Excellences, Mesdames et Messieurs, chers amis, je suis évidemment très heureux d'être ici ce soir pour célébrer avec vous cet anniversaire de l'Union internationale pour la conservation de la nature. Depuis 70 ans, l'UICN est en effet une indispensable alliée de tous ceux et toutes celles qui s'inquiètent de la situation de notre environnement. Elle est notre alliée par ses actions, bien sûr, et les outils pratiques qu'elle fournit à ceux qui agissent, la communication, les recommandations politiques, les développements d'instruments juridiques adaptés, la conduite d'études économiques, l'expertise sur l'état des espèces et des écosystèmes, et la définition des manières de mieux la préserver. Mais si l'UICN est notre allié, peut-être est-ce encore davantage par les leviers qu'elle a forgés et qui sont devenus indispensables. Je pense par exemple à la notion de développement durable, qui est aujourd'hui au cœur de toute démarche politique responsable, ou la si célèbre liste rouge qui offre un cadre irremplaçable à toute entreprise de la préservation de la biodiversité. Ou bien encore au rôle qu'elle joue dans la détermination des biens constituant le patrimoine mondial naturel. Sans ces notions, sans ces outils, nous savons tous que notre combat serait non seulement moins pertinent, mais surtout moins efficace. Cette efficacité, c'est donc en grande partie à l'UICN et à ses travaux que nous la devons. Je pense plus encore à sa démarche philosophique globale, celle d'une nécessaire réconciliation entre l'humanité et la nature. Pour parvenir à cette grande ambition, réconcilier l'homme et la nature, l'UICN a su travailler dans une dimension doublement positive. Positive pour la nature, bien sûr, qui ne doit pas être détruite par le développement de nous, les hommes. Et positif pour l'humanité qui doit pouvoir continuer à bénéficier des services écosystémiques que lui offre la nature. Loin de ces visions restrictives qui peuvent parfois motiver certaines initiatives environnementales, l'UICN travaille depuis 70 ans, depuis 70 ans, à conjuguer ces deux logiques de manière dynamique. Or, notre seul espoir réside bien dans cette articulation. L'humanité ne progressera pas si elle persiste à détruire son environnement. Et cette planète, nous le savons, n'y survivra sans doute pas. Pour toutes ces raisons, je suis particulièrement heureux de pouvoir être ici avec vous ce soir. Je suis heureux que la Principauté de Monaco, comme ma fondation, soit membre du l'UICN et conduise avec vous de nombreux projets. Je suis heureux que ce travail quotidien que nous accomplissons ensemble, avec vos dirigeants ici présents et avec les dirigeants passés que je vois dans la salle, que je salue très chaleureusement, comme avec vos équipes à travers le monde. Je suis fier de faire partie des Patrons of Nature de l'UICN. C'est en effet un honneur, car parmi ces patrons figurent des personnalités remarquables qui ont accompli de grandes choses au service de notre planète. Mais c'est aussi un plaisir, car nous nous retrouvons, grâce à vous, avec un enthousiasme à chaque fois renouvelé, un enthousiasme qui nous incite à agir davantage, à être plus exigeants, à tâcher d'être plus efficaces. C'est donc un gage de progrès pour l'environnement que nous défendons comme pour chacun d'entre nous. Et la rencontre de ce soir s'inscrit d'ailleurs dans cet esprit.
en nous proposant de réfléchir aux contributions de la nature dans le monde que nous préparons pour 2030 et en nous interrogeant sur le rôle de l'UICN. Il s'agit en effet de réintégrer la nature au cœur des projets que nous pouvons envisager et que nous pouvons construire. Non pas de réfléchir simplement à la manière dont nous pouvons agir pour protéger l'environnement, mais de réfléchir à la manière dont l'environnement peut être lui-même un acteur de ce travail. Il s'agit d'une nuance, certes, mais je pense qu'elle est fondamentale. C'est la même, pour moi, la réponse à la question que vous nous posez. Si nous voulons qu'en 2030, les choses aient changé, si nous voulons avoir avancé dans la préservation de la nature en général, mais des écosystèmes en particulier, il faut que la nature ne soit plus un objet, mais un sujet actif et déterminant de notre monde. Et cela, l'UICN peut et doit nous aider à le faire comprendre. Et pour finir, j'aimerais m'arrêter un instant sur cet anniversaire. Il y a 70 ans, c'est en effet à peu près l'âge de l'ONU ou de l'UNESCO, dont je salue à nouveau la directrice générale. Ce rapprochement n'est pas anodin. Lorsque notre système multilatéral a été créé, le monde était en guerre ou sortait de la guerre. Les dictatures les plus sanglantes prospéraient encore, certaines prospéraient encore, sur tous les continents. Chaque jour qui passait voyait se succéder des atrocités. Ici même en Europe était perpétrée la plus monstrueuse entreprise de mort que l'humanité ait conçue. Et l'humanité mettait au point une arme capable de l'anéantir définitivement. Sans cette ambiance, et dans cette ambiance de cataclysme, pourtant, certains ont résisté. Certains se sont battus et ont continué d'espérer. Ils ont osé imaginer un monde libéré de ces tragédies et capable de coopérer dans la paix, la raison, la confiance et le progrès. Ils ont continué à réfléchir, à croire en l'homme, à préparer un avenir meilleur. Ils ont osé croire à un autre modèle, un modèle qui placerait les droits de l'homme et non la force au cœur du monde. Ils ont surtout considéré que la tragédie à l'œuvre, malgré son ampleur déjà inédite, pouvait être atténuée, limitée, arrêtée. Ils se sont donné les moyens de le faire. C'est le même effort d'anticipation que l'UICN, depuis 70 ans, nous propose. Savoir qu'il n'est pas trop tard pour défendre les droits de la nature, construire la possibilité de la coopération, en un mot, croire à l'avenir. Alors que nous entendons si souvent des discours défaitistes, alors que les mauvaises nouvelles se succèdent à un rythme qui peut parfois sembler désespérant, pensons ici une seconde au changement climatique et à ses conséquences. Ce message me paraît plus que jamais nécessaire. C'est pourquoi je tenais à dire toute ma reconnaissance pour tout ce que l'UICN a accompli, à dire notre dette à l'égard des esprits visionnaires qui, en 1948, dans un monde à peine remis des blessures innombrables de ce conflit, ont eu la clairvoyance de penser à la nature et de penser que l'avenir de l'humanité ne s'écrirait pas sans elle. Et pour nous inspirer, une fois de plus, de leur exemple afin de construire un monde meilleur auquel nous aspirons tous. C'est pour cela que je souhaite non seulement un bel anniversaire à cette institution, mais un bel avenir. Et cette institution plus actuelle et plus nécessaire que jamais. Je vous remercie. Thank you. Thank you, Highness, for these words of inspiration. And of course, now it's the turn of the Director General, Ms. Anderson, to respond to these messages of congratulations and more work to be done. Well, first of all, it's with great humility that I stand before you because I have to thank Your Serene Highness for these very kind and generous words that you gave. Of course, Federal Councillor,
for welcoming us in beautiful Switzerland all these many years, where this has been our home, and for the warm words that you gave in your presentation. Madame Azoulay, whether we are mother, child, sisters, whatever, we are joined at the hip. And I thank you for the close collaboration that we have had and that we will surely have in the future. I also wish to recognize, of course, Mr. Müller. I'll say your name in Danish. It's a pleasure to have you here. And Mr. Philippe Bourin, thank you for the generosity of making this beautiful space available. Let me say that listening to these speeches, it is with humility that I hear, and also with some trepidation, understanding these 70 years and all the people who came before me, one of whom sits up there, the previous Director General, Julia Marton-Lefebvre. Welcome. It is indeed a big task, and often we say that if IUCN had not been created, it would be needed because it brings together these various strands of society. It brings together scientists, it brings together governments, and it brings together NGOs under this one umbrella of seeking to protect nature. And what I think we heard in the commentaries and in the keynotes is very important. We heard that this is the responsibility of humankind, said Madame Azoulay. She said that it is, and in fact it was augmented upon by Prince Albert, His Serene Highness, who spoke to defending the rights of nature. The fact that nature itself has rights and that it is not just human rights, there are also nature's rights. And indeed, we have seen that in recent court cases where rivers or other ecosystems have indeed been given rights in courts because, of course, by human agents, because of their imperative to sustain people. I think we heard from Madame Scapaleccia the important that, and in fact nearly quoting from Laudato Si, saying that we are not nature's masters, nor are we nature's owners. And that's a very deep comment, and one that I think human beings are beginning to understand. The fact that we are not here to dominate, but we are here to coexist and to ensure that that nature which sustains us is also the nature for which we have to care. And that, I think, was a very powerful comment. And yet, at the same time, we understand that companies such as IKEA and many other companies, we rely on every product, the clothes we wear, the buildings we live in. We rely on these products, which make us co-responsible to ensure that in our consumption, we live healthy and sustainable lives too as customers. So it's not just pointing the fingers at the companies, but it's also us as customers. I want to celebrate His Serene Highness Prince Albert's strong commitment and long contribution and leadership of the Principality on environmental conservation. You, sir, without, although your Principality may be small in size, you punch at the very highest level on matters of oceans, of plastics, of conservation, and your voice reverberates across the world, and we thank you for that strength and for being the engine of ensuring, for example, that the IPCC report on oceans, which will soon come out, came into being. That was your drive and your consistent push that makes that happen, which is very important. So I think as we, and from my sister in UNESCO, I want to say that what UNESCO and the World Heritage Convention brings to the fore is this intertwining of nature and culture, and the fact that we cannot live without the other, one without the other, and that in taking care and understanding our culture, we are also taking care of nature, and in understanding and taking care of nature, we are safeguarding our culture, and that is the imperative as we move forward. I will stop here because I'm very aware that our moderator has a few comments that she wants to make
and then I will come back and try to close it out. Thank you very much to our esteemed panelists. Thank you. Thank you, Ms. Anderson. And since like all birthday parties, especially big ones, this is turning to be a family affair, I would also like to invite for a few comments His Excellency, the Ambassador of France, Monsieur François Ravassin, if he's here. France has been a very important state in supporting the creation of IUCN and its work. So it is a pleasure to welcome you. Merci à tous, Votre Altesse, Mesdames, Messieurs. C'est un honneur pour la France de recevoir le Congrès mondial à Marseille dans 2 ans. Nous espérons voir tout le monde y venir, depuis le niveau le plus essentiel, qui est celui du militant qui nettoie la planète, jusqu'au niveau le plus élevé, celui des chefs d'État, y compris ceux qui pourraient venir en voisin. Et nous comptons que ce congrès, que nous préparons activement, en coopération étroite évidemment avec la Chine, qui va continuer avec la COP20 quelques mois plus tard, puisque le congrès se déroulera en juin 2020, et ensuite nous avons quelques mois plus tard la COP20 sur la biodiversité. Eh bien, nous espérons que ce couplage va nous permettre de redonner à la cause de la préservation de la nature un élan un peu comparable à celui qu'il y a quelques années déjà, la COP21 et l'accord de Paris ont donné à cette cause dont vous avez entendu l'importance et auquel la France, vous le savez, est totalement attachée. Merci. Thank you very much, Your Excellency. Before our closing remarks, I just want to ask one question to all of our esteemed and distinguished panelists with a one-sentence answer, if you please. And that question is, what is your message to our students? The Graduate Institute is proud to have one of the most diverse body of students who are our future leaders. They would be sitting in these same seats later on and leading the world towards a better future. So what is the best way in which they can engage immediately on the kinds of issues that you want to move the 2030 agenda? So start in reverse order and ask His Serene Highness. Thank you. Thank you very much. I knew this was coming. I knew I had to go first. Usually it's ladies first, so I had there was a choice. But I think very simply, and to save time, I would say that if you help nature, it will help you in return. I think that's basically the message that we want to give. That well, we can elaborate a lot on the ecosystemic advantages that nature gives us, but we have to make sure that they can still provide the services that they give us. But I think if we manage our natural environment the way we should, and not plunder its resources, the natural resources that are at our disposal, but if we manage it in a serious and sustainable way, well, nature will always keep providing these services that it has provided for us for all these years, and hopefully for many more years to come. Thank you. Yes, Ms. Perpelleggi. So we live in a beautiful planet, and actually this is our home. It's the only home we have, if you think about it. So we should really, all of us, work in order to make it possible for the generations to come to still enjoy life in this beautiful planet. So we have a huge responsibility that can become really a great joy when we know that we are part of this solution. So my wish would be that we really go circular on a global scale in the next decades, so to utilize only the resources we have and not destroy them faster than they are able to reproduce. Thank you.
Je pense que les étudiants qui sont ici ne sont pas loin de l'âge de mes enfants. Et je sais que c'est une cause qui les touche peut-être la première par rapport à tous les enjeux de notre monde. C'est cette cause-là qui vous motive. Il ne faut pas perdre ça. Et il faut vous engager dans les initiatives citoyennes, dans des associations, dans des ONG, parce qu'il y a encore un écart trop grand entre la prise de décision politique et la réalité de ce qu'on est en train de vous laisser comme planète. Donc, il faut garder cette motivation-là, non seulement par les votes, mais aussi dans l'engagement quotidien, citoyen, associatif. Voilà, mon conseil. So I've been asked both to answer the question posed and to try to close. Let me just say that nature's contribution to the 2030 agenda is one that should be tackled with love. Not only facts, love nature. If you think back to when you were the happiest with your grandmother or your grandfather, chances are that nature was involved and that nature played a role. Chances are that you were standing by the ocean and she was holding your hand. Chances are that it was that moon rising above a beautiful forest. Chances are that it was not a fact. So whilst we need the facts, we also need to lead with heart. And leading with heart, that's what many people who work on conservation do, because we believe that what we do will make a difference, because we know that engaging in protection will shift the pendulum. And so as we hurdle towards 2030, and that is when the Sustainable Development Goals are supposed to be achieved, I want to put this to you. Goals 14 and 15 cannot be overlooked, because that's where biodiversity and nature resides. Life underwater, 14, life on land, 15. And to get to 2030, we need to get biodiversity right. And to get biodiversity right, we need to restore the lands. We need to restore our land economy, our agricultural lands. To get biodiversity right, we need to have voices, voices that speak for nature and for rights and for culture and for education and for circular economy. To get biodiversity right, we need to invest in our oceans, in that blue future. And to get biodiversity right, we essentially need to have a renaissance of nature. That is what we need to do. And I am so very convinced that all these young people who are here, and those who are a little older like myself, that we are committed to make this happen. IUCN is young at 70, and we are dynamic, we are engaged, and I am absolutely persuaded with support like this and voices like this, we can get biodiversity right, and then we get nature right. Thank you very much. Thank you, Inger, for your wonderful closing remarks. Many thanks to this distinguished panel. Your Serene Highness, Excellencies, ladies and gentlemen, friends, thank you very much for coming here to celebrate IUCN anniversary and to celebrate the future of our students, of our children, and our own actions to secure that future. With these remarks, I would like to close, and I would like to everybody to stay in the room while our guests leave along this passage. That's what security asked me to do. So I would appreciate very much if we wait a few minutes. And once again, a warm thank you to everyone, and happy birthday.